Alors bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous en cette journée printanière un peu pluvieuse. Je salue d'emblée Pascal Obonsawin qui sera donc avec nous pour discuter de ce beau rapport que nous allons vous présenter. Donc un petit mot sur Pascal. Pascal est une fière représentante de la nation abénaquise. J'ai l'immense plaisir de co-présider avec elle le comité d'action pour les premiers peuples, notre document que nous présenterons également. Et elle est gestionnaire et avocate au ministère fédéral de la Justice. Pascal, avant de débuter, je souhaite remercier nos interprètes, donc Audrey Rochelot-Martel, Marie-Norma Lozon, qui sont avec nous aujourd'hui. Un merci tout spécial à l'équipe du service de l'audiovisuel de l'UQAM, oui messieurs, donc Marc, Sébastien, Jean-François, qui ont fait un décor en lien avec une œuvre magnifique que nous vous présenterons, et au service des communications, Jenny et Nathalie. Un grand merci à chaque fois de pouvoir animer ce lieu. Qui es-tu, cher Pascal? Kwai mzewe, endalaweze Pascal Obonsawin, al nombais kwa odanak, ta nodze tebelo moweno, ta keze agekimzowenos kwa ukam. Là, vous n'avez rien compris. Hein? Rien. Alors, je m'appelle Pascal Obonsawin. Je vous ai dit bonjour en langue abénaquise. Je suis une abénaquise d'Odanak. Je suis avocate et une ancienne étudiante de l'UQAM. Avant de débuter, je vais me permettre de faire la reconnaissance territoriale qui est très importante pour souligner les terres sur lesquelles nous sommes aujourd'hui. Donc, qui est un territoire ancestral qui a été longtemps un lieu de rencontre et d'échange pour les peuples autochtones. Et dans cet esprit, je sais bien que l'UQAM s'engage à animer et à respecter ce lieu selon les principes d'inclusion, de dialogue, d'équité envers les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Merci beaucoup, Pascal. Pascal, ça va faire maintenant 2 ans qu'on travaille ensemble, mais pas seulement nous deux, avec un comité et avec plusieurs personnes avec qui nous avons appris à travailler. Et tu souhaitais vraiment en dire un mot là-dessus, donc la parole est à toi. En fait, je voulais dire un merci particulier, un oleone dans la langue abénaquise, tout particulier. Et là, j'ai fait comme à la liste des Oscars, j'ai fait ma liste parce que je ne veux pas oublier personne, c'est super important. Donc, je voulais remercier Annie, Caroline, Claudel, Doris, Émilie, Éric, Fatia, Garance, Gustavo, Jay, Jean-Philippe, Joséanne, Laurent, Manon, Mélanie, Nicolas, Rémi, et Chande-René et toi, Magda. Merci. C'est très important parce que dans tout le processus de l'élaboration de ce plan d'action-là, c'est qu'on a appris à se connaître, on a appris à tisser des liens, on a appris à travailler ensemble et tout le monde a trouvé sa place. Je crois que oui. Puis ce chemin qui a été parcouru, on l'a fait dans un objectif qui est un petit peu ce rapport que nous dévoilons, ce lancement officiel en quelque sorte, d'un document qui engage l'Université du Québec à Montréal dans cette démarche de réconciliation et de poursuivre justement, et c'est le titre du rapport, poursuivre l'engagement, et avec toutes les personnes qui ont été citées et d'autres d'ailleurs, parce que au fil du temps se joindront par le biais d'autres comités et sous-comités ces personnes qui viendront travailler et collaboreront avec nous à cette réalisation très ambitieuse, car celles et ceux qui ont pris le temps de voir le document auront constaté le nombre de projets qui pourraient être dévoilés. Avant de passer directement au rapport, Pascal, on a reçu une question de Marc-Olivier. Et donc, il aimerait vous poser des questions suivantes. Il dit « Quel rôle peuvent jouer les étudiants dans la mise en pratique du plan d'action ?» Si Marc-Olivier est avec nous, je traduis la politique par le plan d'action. Et une deuxième question importante, selon vous, que peuvent faire les étudiantes et les regroupements d'étudiants en droit pour faciliter un accès à la justice qui tient compte de la réalité et des cultures autochtones au Québec? Quelle belle question. Oui, vraiment. Vraiment, Marc-Olivier, Tsé Oléoné, merci beaucoup. Ce que les étudiants peuvent faire, c'est aiguiser votre curiosité
poser des questions, aller à la rencontre. Les étudiants, vous avez votre place. Vous avez votre place dans ce plan d'action-là également. Les associations d'étudiants ont leur rôle à jouer aussi dans l'inclusion, dans l'accueil et à la rencontre des étudiants, des autres étudiants autochtones. Donc, c'est bien important d'être curieux et de poser des questions avec beaucoup d'humilité quand on ne le sait pas, puis on est curieux. Comment ça? Pourquoi? Explique-moi, c'est comment? Donc, d'aller à la rencontre et de solliciter ces échanges-là. Merci. D'ailleurs, je rebondis sur la curiosité. Il y a une autre question qui dit, la personne pose cette question, quelles sont les communautés qui parlent la langue abénaquise? En fait, la langue abénaquise se porte pas très bien. Et je voulais également souligner aujourd'hui que nous sommes, le 31 mars, c'est la Journée nationale des langues autochtones. Je suis une apprenante dans la langue de mes ancêtres et également j'enseigne la langue abénaquise auprès de Montréal autochtone depuis maintenant 2 ans. Il y a très peu de locuteurs et c'est en lien avec le colonialisme qui a fait que la langue s'est perdue pour favoriser l'anglais et le français, malheureusement. Donc, la langue est au ralenti et là, on sent qu'il y a un essor et un mouvement pour pouvoir revaloriser et revitaliser cette langue-là parce qu'elle est très présente. Oui. Bien qu'on pense que les langues autochtones sont peut-être un peu plus effacées au Québec, non. Si je vous demandais, est-ce que vous connaissez des noms de lieux ou de rivières ou de villes qui sont autochtones? Les gens vont dire, bien, pas au Québec, non. Ouais. Mais quand on pense, par exemple, sur le territoire abénaki, qui est plus l'Estrie et qui descend vers le Massachusetts, le Maine, le Massachusetts, jusqu'au côte est des États-Unis. On va dans les cantons de l'Est et puis tout le monde connaît la ville de Quaticook, où on connaît la crème glacée aussi, là. Mais la ville de Quaticook, bien, Quategook, c'est en abénaki, qui veut dire la rivière au pain. Donc, les noms ont été francisés, mais quand on recule en arrière et on va sur les cartes anciennes, bien, on voit les noms abénaki sur les cartes. Et il y a un projet pilote dans ma communauté. Donc, il y a 2 communautés abénakises au Québec, qui est Odanak, ma communauté, et Wallinac, qui est près de Bécancour. Et il y a un projet de revitalisation avec la toponymie du Québec, justement pour redonner les noms abénakis aux situs, aux lieux au Québec. Donc, il y a ce travail-là qui est fait avec d'autres communautés également. Là. Merci. Je regarde une autre question qui entre en parallèle. Est-ce que les chargés de cours peuvent également apporter leur soutien? Bien sûr, les chargés de cours sont toujours avec nous et c'est souhaité, bien sûr, dans l'ensemble des comités. Et parlant du comité, justement, peut-être qu'on pourrait présenter le travail qui a été réalisé et qui a amené ce plan d'action en 4 axes. Pascal, tu souhaitais également présenter certains des axes et dont l'un des axes, qui je crois est le premier, qui est de diffuser, de faire connaître les savoirs autochtones. Donc, quelle serait l'image ou les mots ou finalement, quel serait ce que tu mettrais de l'avant dans le cadre du travail qu'on a fait avec tous les membres du comité? Car je le répète et je partage la lecture de Pascal, c'est un travail conjoint. Tout le monde a mis beaucoup d'ardeur dans ce beau document. Bien, si je peux me permettre, Magda, puis c'est la relation qu'on a. Oui, c'est la donc, relation. Moi, appeler Magda Madame la rectrice, c'est ça. Donc, on est des humains. Et tout puis, Magda, si tu me permets, pour en arriver avant de parler d'un axe précis, pour moi, le processus est super important. Il faut comprendre aussi que moi, je ne suis pas une employée de l'UQAM, donc ni embauchée par l'UQAM, ou je ne suis pas une consultante pour l'UQAM non plus. Moi, je suis un agent externe. J'ai fait mon bac en droit ici à l'UQAM, donc j'ai terminé en 1994. Et on est venu me chercher, c'est Stéphanie Bernstein qui s'occupait de
des sciences juridiques à l'époque qui a dit « Ah, ben moi, j'étudiais avec une autochtone à l'époque. » Et puis là, le téléphone a sonné pour me demander « Bien, t'es rendu où? Est-ce que tu as envie de travailler avec nous, le département des sciences juridiques? » Puis il y a un programme maintenant où est-ce qu'il y a des places, il y a 4 places au bac en droit réservées pour des étudiants autochtones sur la base d'admission expérience-travail, qui est une base d'admission régulière pour l'UQAM aussi. Donc, il y a ces 4 places qui sont réservées là. Donc, on a développé ensemble avec une professeure je vous ai nommé Doris tout à l'heure, on a travaillé le questionnaire et de voir et de proposer au registrariat une façon de faire qui était plus autochtone aussi, plus accessible pour que les Autochtones puissent s'intéresser au bac en droit parce qu'il n'y a pas assez de juristes autochtones, je vous le dis. Ça en prend partout, ça en prend partout. Donc, c'est comme ça qu'ils sont venus me chercher. Et de fil en aiguille, un jour, j'ai reçu un téléphone de ta part disant, bien, on veut développer ce plan d'action-là. Il y avait déjà un travail de consultation qui avait été fait. Donc, on est parti de ça pour ensuite créer le comité. Mais moi, j'arrivais de l'externe. Donc, j'avais un œil différent, un œil nouveau, et je me suis permis de poser des questions. Poser les vraies questions. Pourquoi ça? Ça, je comprends pas. Puis pourquoi ça fonctionne comme ça? Donc je me suis permis de poser les vraies questions. Et puis de dire, bien, pour moi, ça fait pas de sens. Ou pour moi, oui, ça a du sens. Et puis, donc, lorsqu'on a commencé à travailler, la particularité, c'est que moi, j'ai dû apprendre à connaître les gens parce que les gens se connaissaient un peu. Bon, certaines personnes se connaissaient déjà, mais d'autres non, et qui travaillent dans la même institution. Donc c'était particulier. Et ce comité-là, au niveau de la composition, je pense que c'est important aussi d'indiquer que c'est un comité paritaire, donc à moitié autochtone et à moitié allochtone. Donc, pour ceux qui ne savent pas, les allochtones, c'est les non-autochtones, là. Parce qu'avant, on disait les Blancs, mais là, on ne peut plus parler de... Il y a des gens qui viennent de partout. Donc, c'était bien important d'avoir la parité dans ce comité-là pour pouvoir avoir des vrais alliés aussi, parce que la réconciliation ne se fait pas par les Autochtones uniquement, c'est un projet commun, donc ça prend des alliés, ça prend 2 parties pour se réconcilier. Et d'où la particularité de ce comité où est-ce qu'on a une coprésidence ensemble pour un message de réconciliation, un message porteur. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble pour arriver à faire de grandes choses? Et je te remercie de le souligner parce qu'effectivement, d'emblée, tu as dit non, je ne veux pas la présidence, puisqu'en fait, je lui ai offert la présidence. Il me semblait important qu'elle puisse. Elle m'a dit non, le processus passe par une vraie réconciliation, donc une coprésidence, et c'est ce que nous faisons. Et un des aspects qui est très intéressant, c'est que souvent, on me dit « mais vous êtes long à l'UQAM, c'est compliqué à l'UQAM, c'est toujours très, très lent ». Et le rapport au temps, c'est quelque chose qui est déterminant, je pense. Et un des meilleurs exemples dans ce que Pascal vient de mentionner, c'est cette découverte. Et d'ailleurs, c'est un peu l'objet qui est devant vous, peut-être que vous voyez, parce que j'ai vraiment demandé à Pascal le rapport au temps. Parle-nous de ce rapport au temps. On peut bien avoir un objectif d'efficacité, donc d'être dans l'atteinte des résultats. Pour y arriver, il faut encore du temps. Et c'est la raison pour laquelle les actions vont peut-être prendre un peu de temps, mais elles vont se faire graduellement. Pourquoi tu as apporté un panier? En fait, c'est dans la rencontre préparatoire, Magda, puis on a eu déjà ces discussions-là ensemble par rapport au temps, parce que des fois, je sentais dans le comité qu'il y avait des membres qui disaient il faut avancer, puis ça piaffe, parce que là, il faut faire quelque chose. Et le chemin pour se rendre au plan d'action qui est lancé aujourd'hui, le chemin pour s'y rendre est tout aussi important, sinon plus,
que la destination, en fait. Puis on ne se le cachera pas que là, on a quand même 400 ans d'histoire à réécrire avec les premiers peuples, là. Donc, et de laisser la place aux premiers peuples, de raconter également leur perception et l'histoire de leur point de vue, parce que souvent, c'est le point de vue colonialiste qui était enseigné. Ou encore, hier soir, je parlais avec un ami de qu'est-ce que j'avais appris à la petite école, puis c'est épouvantable, je ne peux plus raconter ça aujourd'hui, mais mon grand-père, mes parents me disaient ben c'est ça les règles du jeu, c'est ça la réponse attendue, mais toi, tu connais déjà la vraie réponse, mais il faut que tu réussisses tes études, donc un jour, tu pourras raconter la vraie histoire. Et là, je suis là devant vous aujourd'hui. Mais oui. Donc, la notion du temps. J'ai apporté ici un panier de frênes et de foin d'odeur. Donc, le foin d'odeur que j'ai apporté, qui est tressé ici, qui pousse au Québec, qui est très odorant, qui est une plante sacrée et qui représente les cheveux de la terre-mère et qui est une plante sacrée qui est utilisée dans les cérémonies et dans la vannerie également. Donc, la vannerie qui est la production de paniers, qui est très typique des Abénaquis, donc dans ma communauté. Ce panier a été fabriqué par une des grandes artisanes de ma communauté qui s'appelle Annette Nolette. Et mais là, tu vas me dire, Magda, mais pourquoi tu me parles de ton panier puis tu me parles du temps? C'est quoi le lien entre les deux? Les deux, oui, c'est ça. C'est quoi le lien entre les deux? Bien, moi, j'ai envie de te demander, puis peut-être que les gens qui sont branchés avec nous, j'ai une question. Bien, ça prend combien de temps faire un panier comme ça, par exemple? Bien, écoute, peut-être qu'on peut les laisser répondre quelques minutes. Donc, la question à toutes celles et ceux qui sont en ligne est posée. Pour vous, combien de temps ça prend effectivement ce magnifique panier, cet artisanat? Qui est fait en frêne, le frêne noir. Donc, la technique, c'est vraiment... Le frêne se défait... tout le monde a la référence des ficellos, là, les fromages qui se défont. Oui. C'est un peu l'exemple que je prends quand je rencontre les plus jeunes à l'école, mais je pense qu'elle parle. Donc, ça se défait comme un ficello et c'est le frêne qui est battu, donc qui se défait en lattes. Et c'est des lattes qui font comme des rubans qui sont malléables, qui sont montés sur des formes en fonction de ce que l'artisane veut produire comme panier. Et il y a des insertions dans ce panier-là de foin d'odeur et la couleur est une teinture naturelle là, également. Là. Très intéressant. Je te donne un florilège de réponses. D'accord. La durée de vie du frêne, 1 semaine, 30 heures, 1 mois, 187 jours. Beaucoup de temps, de patience et d'amour, 1 mois. Je vais dire aucune de ces réponses. Terrible. Terrible. Ce que les aînés nous racontent, que ce soit dans la communauté algonquienne ou chez les Atikamekw, parce que c'est des gens que je côtoie davantage et chacun a des éléments culturels artisanaux qui leur sont spécifiques. Et la réponse qu'on nous donne, c'est ça prendra le temps que ça prendra. Il y a des bonnes journées, des moins bonnes journées. Il y a des journées où on est capable d'y aller allègrement parce qu'on est dans un bon état d'esprit. Puis il y a d'autres fois, ça ne fonctionne pas du tout. C'est pas le matériel qui change, c'est l'humain. Donc l'humain, la disposition est pas la même. Donc il faut laisser l'ouvrage puis attendre. Donc ce panier-là, moi je le sais pas, ça a pris combien de temps à Annette pour le faire, mais ça a pris le temps que ça a pris. Donc, ça prendra le temps que ça prendra. Puis c'est un peu ça que j'avais comme conversation aussi avec les membres du comité du plan d'action parce que il y a des actions qui peuvent être faites plus rapidement. Il y a d'autres choses qui vont être faites plus à moyen terme et d'autres à plus long terme également. Et c'est pour ça qu'on a mis un plan d'action jusqu'en 2026, justement pour en faire un peu notre contrat moral, si on veut, notre contrat pour dire, OK, ça, c'est nos assises, puis qu'est-ce qu'on peut faire
dans le temps que ça va prendre, parce qu'on ne réglera pas tout demain matin. La pensée magique, ça n'existe pas. Là. Exact. Il y avait une personne qui a eu la bonne réponse. Ah oui! Si je peux me permettre de citer le nom de la personne, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas, mais je veux le faire parce que le nom est quand même révélateur. Donc, Annie Obonsawin-Bégin dit « Le temps que ça prend ». Ah, c'est ma cousine. C'est ta cousine, voilà. J'ai cru comprendre le lien de parenté. Bien, bonjour, Annie. Et c'est important, quand on a préparé un peu cet événement aujourd'hui, la question du temps, elle est toujours, je dirais, importante parce que le défi que l'on a, on nous dit toujours « Mais là, il y a des obstacles ». Oui, c'est vrai, il y a des obstacles, à l'UQAM comme ailleurs, mais ce processus s'incarne dans les dialogues qui sont créés, dans les réalisations qui sont déjà en cours et qui verront peut-être leur complétion au cours des 2, 3, 5 et 10 prochaines années, parce que c'est une histoire qui continue. Une question qui c'est intéressant, Magda, peut-être si je peux me permettre de t'interrompre là-dessus. J'ai assisté à une conférence dernièrement où est-ce que c'était une autochtone qui présentait sa thèse de doctorat. Dans sa rédaction de sa thèse, elle a eu beaucoup d'embûches parce qu'elle n'avait pas de conclusion, elle n'avait pas d'introduction ni de conclusion parce qu'elle a écrit un pan de l'histoire dans le cadre de son mémoire de maîtrise et il y avait des obstacles parce que les directeurs de thèse disaient ben non, ça prend une introduction et ça prend une conclusion, mais comme son sujet était en lien avec l'autochtonie, donc c'était circulaire dans le temps et son doctorat se terminait par une lettre adressée à ses enfants. Donc, c'était une autre façon de voir les choses et ils ont accepté finalement une autre façon de voir les choses. C'est tout à fait en écho avec le rapport au temps, le rapport aussi aux transformations qui seront nécessaires dans les organisations et en particulier les universités, institutions du savoir, pour lesquelles il y a beaucoup de questions qui reviennent sur finalement les programmes, le travail qui est fait pour les admissions. Et donc à l'UQAM, il y a eu ce projet porté par le département de sciences juridiques qui a déjà, je dirais, eu un exemple concomitant, puisque Travail social, le département de Travail social également, a modifié ses conditions d'admission. Comment s'est fait ce travail et de quelle manière? Puis là, c'est une question qui revient, alors je la formule de manière générale parce qu'elle est un peu transversale. Comment on peut modifier nos programmes pour permettre d'avoir plus d'étudiantes et de personnes autochtones? Et moi, j'ajouterais pas seulement au sein des étudiantes et des étudiants, mais également dans notre communauté, que ce soit le membre professoral et l'ensemble des employés, les chargés de cours, les maîtres de langue, les employés de soutien qui sont avec nous, qui siègent d'ailleurs au comité également. Donc, mais surtout pour les programmes, parce que tu m'as toujours dit que tu avais trouvé l'expérience très intéressante pour sciences juridiques. Bien, puis je suis encore impliquée et on me consulte pour... il y a d'autres universités qui m'appellent puis qui veulent avoir mes idées sur l'expérience que j'ai eue avec l'UQAM également pour ce programme-là. Et le défi qu'on a aussi, c'est... moi, je le vois de l'externe, en fait, parce qu'une fois qu'on a eu cette base d'admission-là et on admet des nouvelles personnes dans un programme quelconque, là, peu importe le programme, c'est de les accompagner tout au long des études. C'est une chose de les admettre, mais c'est autre chose de les accompagner. Et ensuite, qu'est-ce qui arrive après? Parce que là, le rôle de l'UQAM va être terminé parce que la personne va avoir sa diplomation. Mais après, donc moi, je sens que j'ai encore cette responsabilité-là de les accompagner après. Donc, il y a des diplômés d'autres universités qui sont autochtones avec qui je suis en contact régulièrement pour justement les aider à cheminer et se trouver des stages. On discute des emplois, on discute d'un paquet d'affaires. Donc, c'est le réseautage qui reste, le lien qui reste au-delà de l'institution. Donc, il faut avoir ça en tête aussi. Puis les gens avec qui on a travaillé dans le plan d'action, par exemple, bien, c'est devenu des gens avec qui que je recroise au hasard dans d'autres événements, puis les liens se sont tissés, se sont créés. Donc, on ne parle pas du plan d'action quand on se rencontre sur autre chose, mais le lien, la connexion, elle est là. Oui.
Il y a beaucoup de questions en lien avec les programmes. Pourquoi on enseigne à l'UQAM pas plus de programmes, pas plus de langues également? Je vois les questions défiler. Et il y a une question qui est intéressante parce qu'elle dit, vous dites finalement qu'il faut contribuer à l'intégration des savoirs autochtones. Alors je présume que le vous s'adresse tant à toi qu'à moi, on va le prendre comme ça en tout cas. Et la deuxième partie d'une autre personne, je sépare les deux mais elles reviennent un peu au même, la question dit, mais qu'est-ce que c'est un allié pour la diffusion des savoirs justement? Donc, je crois que ça rebondit aussi sur la première formulation que tu as amenée, les alliés. Les alliés, les alliés, ce sont les curieux, les gens qui sont respectueux aussi. Puis, il faut faire une distinction entre l'appropriation culturelle ou les savoirs et l'appréciation des savoirs, si je peux dire comme ça. Donc, quelqu'un qui, par exemple, s'intéresse à la vannerie, qui veut apprendre, puis je prends cet exemple-là pour ne pas y aller dans le milieu universitaire, là, mais, ou qui aime le perlage, ou qui aime l'artisanat autochtone, peut très bien porter des boucles d'oreilles perlées ou de l'appréciation, comme par exemple, j'adore les sushis, ça fait pas de moi une japonaise. Là. Donc, ou j'adore les pâtes, ça fait pas de moi une italienne. Là. Moi, je partage les pâtes, si tu veux. Donc, toi, tu vas partager. Mais tu me montreras. Mais donc, il y a vraiment une grande différence entre l'appropriation, je me l'approprie, puis je vais dire aux Autochtones quoi faire, et l'appréciation et d'entrer en dialogue, puis c'est d'apprendre à se connaître et d'apprendre à faire des choses ensemble pour avoir des projets porteurs. Est-ce qu'on peut le porter ensemble? Un exemple. Quelqu'un qui me dit, bien, Pascal, dans un... pourquoi... dans l'événement X, il y a quelqu'un qui a dit telle chose à propos des Autochtones, ça m'a offensé. Moi, je n'ai pas réagi parce que j'en ai déjà entendu d'autres. Là. On commence à avoir la couenne dure un peu, là, mais j'en ai déjà entendu d'autres, mais ça a vraiment heurté l'autre personne plus que moi. Puis elle m'a dit, bien, tu devrais aller faire... Mais pourquoi c'est à moi de le faire alors que c'est toi que ça heurte? Ça devrait me heurter aussi. Est-ce qu'on peut être ensemble, puis le porter ensemble et aller le dénoncer ensemble? Pourquoi ça devient mon fardeau à moi? Très juste, très juste. Et d'ailleurs, il y a une question qui rebondit en écho à ce qu'on dit et qui est vraiment formulée de manière très drôle, alors je vais la lire textuellement. Quelle stratégie est-ce que l'UQAM emploiera pour recruter plus de personnes des communautés, je traduis quand même autochtones plutôt qu'indigènes, entre parenthèses Magda. Quelle stratégie est-ce que l'UQAM devrait employer, entre parenthèses Pascal? Alors pour la première partie, c'est l'objectif d'un groupe comme celui qu'on forme avec un plan d'action, de mettre des propositions, de les discuter et de voir à ce que nous puissions recruter, avoir plus de personnes issues des communautés qui puissent se joindre dans tous les corps d'emploi de l'université et parmi nos personnes étudiantes. Et le travail est un travail de longue haleine parce qu'il y a des conditions d'admission à modifier. Quand on parle des conditions d'admission, ce n'est pas quelque chose qui se fait hop, hop, comme ça en criant ciseaux. Il faut aller voir le programme, discuter, prendre en charge. Et c'est la même chose pour les politiques de recrutement. Et c'est le souhait de l'université, sinon on ne serait pas là en train de présenter un plan d'action. Et comme Pascal vient de le dire, ça se fait ensemble. Sur les stratégies, je te laisse y répondre. En fait, sur les stratégies, puis sûrement que le plan a été diffusé aux gens qui sont branchés avec nous aujourd'hui. La seule garantie que je peux vous donner de ce plan-là, c'est qu'il est imparfait. Il est parfait dans son imperfection. Donc, il ne faut pas attendre d'avoir un plan parfait pour pouvoir bouger, pour pouvoir avancer. On va apprendre, comme quand on va se promener en forêt, où est-ce qu'il y a des pistes déjà de tracé d'avance, on connaît les chemins, mais des fois, on peut sortir un peu de la route du chemin pour pouvoir aller découvrir d'autres sentiers ou d'autres
cachettes de bleuets ou de camerises. Et donc, il y a d'autres sentiers qui peuvent être explorés aussi. Donc, c'est pas figé dans le temps non plus. Donc, c'est ça qui est important. Donc, c'est parfait dans son imperfection, ce que je dis. Et c'est excellent parce qu'une autre personne surenchérit en nous disant c'est pas un vrai plan d'action. Je traduis parce que le paragraphe fait 4 lignes. Parce qu'un vrai plan d'action a des objectifs mesurables, imputables, vérifiables, dans le temps, dans l'espace, avec les personnes. C'est exactement toutes ces questions-là qu'on s'est posées pendant combien de semaines, pour ne pas dire combien de mois. Combien de mois, oui. Et nous avons, plutôt que d'attendre d'avoir le bon indicateur, au bon endroit, dans la bonne case, avec la bonne couleur et avec le bon service, Voyez-vous, l'argumentaire, on peut le dérouler comme ça. Nous nous sommes dit, dans l'imperfection, il y a quelque chose à aller faire et il y a quand même un travail qui permet d'orienter les actions. Alors, il y aura une réédition, il y aura une présentation du travail effectué et on mesurera à ce moment-là, à la lumière du travail, combien de pas ont été franchis. Donc, c'est un rapport peut-être un peu différent, mais le nom, effectivement, c'est un plan d'action. Et c'est intéressant, si je peux Oui. me permettre, Magda, c'est que pour avoir une organisation qui est plus représentative, inclusive, plus accueillante, c'est qu'il y en a pour tout le monde. Et c'est en lien avec le dessin qu'on a, avec les différents axes qui se retrouvent dans le rapport. En fait, c'est que c'est la représentation de la roue de médecine. Donc ça tourne. Donc, il n'y a rien de figé dans le temps. Il n'y a rien de statique. Il y a des choses, oui, on va pouvoir cocher, bon, oui, ça c'est réalisé, mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, c'est la bonne réponse, que dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, ça va être encore la bonne réponse. Donc, c'est comme une roue qui tourne, comme la roue de médecine, avec les 4 axes qu'on a développés. Et on s'est permis comme comité, la première session réelle de travail, quand on a mis nos idées en commun, j'ai demandé aux participants, là, soyez fous. On n'a plus de barrière. C'est l'idéal. On n'a pas de barrière d'argent, on n'a pas de barrière d'aller chercher des personnes pour nous aider dans la réalisation de nos objectifs. Vous rêvez à quoi? Permettez-vous de rêver. Qu'est-ce que vous voyez? Et là, les idées sont arrivées. Et là, évidemment, il a fallu choisir et il a fallu ramener mais ça nous a permis d'aller plus loin dans notre réflexion pour en arriver là. Oui, puis une réflexion collective, parce que l'UQAM, vous le savez, c'est quand même pas loin de 43 000 personnes qui composent cette université, et il faut quand même permettre à toutes ces personnes de connaître. Une bonne question a été posée à la commission des études lorsque le document a été présenté. Vous étiez là avec Pascal et Jérôme, un autre participant du comité, et je crois que c'est une doyenne qui a dit « Mais comment on peut faire pour mieux faire connaître les activités, mieux faire connaître le plan d'action ?» Mais l'idée aujourd'hui, c'est d'abord de dire on lance officiellement, d'en faire un événement en cette journée des langues autochtones. Le moment a été somme toute bien choisi, entre guillemets, et de pouvoir, et là je vais textuellement utiliser les mots d'une personne qui envoie un gentil commentaire et qui dit « Je dirais que c'est le commencement d'une belle suite ». Oui, c'est exactement là-dedans qu'on s'inscrit, dans cette histoire qui se poursuit. On ne peut pas tout faire en un jour, à l'UQAM comme ailleurs, mais de pouvoir l'inscrire dans les actions de l'université, dans les politiques de l'université, dans les règlements de l'université, de permettre à toutes les personnes de bien connaître tout ça, ça va nécessairement aboutir, c'est ce que je pense. Donc, quelqu'un demande également, vous avez choisi 4 axes spécifiquement. Pouvez-vous nous parler des réflexions qui vous y ont mené? Donc, les axes que l'on a choisis, peut-être que je te laisserai d'abord y répondre?
Ben, en fait, vous avez la roue de médecine avec nos 4 axes qui ont été choisis. Et au départ, c'était pas nécessairement 4 axes. On s'est laissé guider là-dedans. Est-ce que ça devrait être 2 grands axes ou on a parlé de piliers, on a parlé de 3 piliers ou de 3 tendances, 3 objectifs. On essayait de trouver des mots. Et naturellement, quand on s'est mis à séparer toutes nos idées, on en est arrivé avec les 4 axes que nous avons. Et pour moi, en fonction de... Il y a l'axe que je vous ai expliqué tout à l'heure qui est important pour moi au niveau de l'accueil, la représentativité et la meilleure représentativité des Autochtones à l'UQAM, peu importe que ce soit chez les employés, chez les professeurs, les chargés de cours, les étudiants, et aussi ce que l'UQAM dégage par rapport aux tiers autochtones qui sont à l'extérieur de l'UQAM. Pour moi, ça, c'est bien important et ça se retrouve un peu dans tous ces axes-là. Mais il n'y a pas un axe qui est plus important que l'autre. Il n'y a pas d'ordre non plus, d'où la roue de médecine, d'où le contexte circulaire. Donc, il n'y a pas un axe qui est plus important que l'autre. Chaque axe est super important dans un tout, dans un ensemble. Peux-tu nous les décrire un peu? Parce qu'en fait, plusieurs des personnes me disent pourquoi ces 4 axes? Mais en substance, il y a l'axe de diffusion des savoirs et des cultures, qui est l'axe 1. Mais il n'y a pas d'ordre ou de hiérarchie. C'est la même mention que je voudrais faire. Oui, on les a à un moment donné nommés axe 1, axe 2, mais c'était bien important. Les 4 sont sur tout à fait un pied d'égalité. Et donc, de l'axe 1, qui est celui des savoirs et de l'intégration, de la diffusion, de faire connaître, mais pas seulement diffuser pour diffuser, mais l'inclure dans des pratiques. Ça, c'est un aspect qui est important. Il faut l'ancrer dans des pratiques qui permettent à toutes les personnes de pouvoir aussi s'y reconnaître. L'axe 2, c'est celui des partenariats en recherche, en admission, en programme également. Et là, je vais très succinctement. L'axe 4, les personnes, c'est toute la notion du recrutement, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et l'accompagnement, l'axe 3, des personnes étudiantes spécifiquement. Une attention vraiment toute particulière est portée pour nos personnes étudiantes, leur cheminement, de l'admission, mais avant même l'admission. Parce que ça, c'est un aspect important. Pascal, tu nous l'as souvent dit, comment on peut aller d'une certaine manière inviter plutôt que recruter, inviter ces personnes à venir à l'UQAM ou dans une autre université. Mais c'est l'UQAM aujourd'hui. Mais comment les inviter à venir étudier et leur permettre de se reconnaître dans cette université? Bien, en fait, c'est d'avoir des liens avec les communautés et de créer des modèles aussi. Moi, je crois beaucoup au mentorat, à l'accompagnement au mentorat. Donc, il y a des plus jeunes dans les communautés je vais les rencontrer puis ils me disent « Ah, ça se peut être autochtone puis avocat. » Bien là, c'est parce qu'on parle... Ça, c'était avant une rencontre que j'ai eue avant la pandémie, mais on est en 2018 ou 2019, puis je me fais poser cette question-là. Bien, c'est ça la réalité aussi dans les communautés. Puis il faut faire attention parce que chaque communauté a ses propres particularités. Donc, il ne faut pas généraliser non plus parce que chaque communauté est différente avec des enjeux différents aussi. Donc, il faut être en mesure d'être curieux puis de découvrir les particularités des différentes communautés. Mais c'est bien important. Une question, et je rebondis là-dessus parce qu'elle est importante. De quelle manière, en fait, quelle approche suggérez-vous pour accueillir les étudiantes, les personnes étudiantes dans nos cours? À cet égard-là, le Bureau de l'inclusion et de la réussite, le BIRE, donc, qui a été créé il y a maintenant 2 ou 3 ans, je n'ai plus la date exacte, l'un des mandats du BIRE étant l'inclusion, il y a effectivement beaucoup de travail qui est fait de promotion, de sensibilisation et d'accueil. Un autre élément important, Pascal, on peut le dire, parce que je pense que c'était aussi déterminant, pour faire ce plan, ce magnifique document,
va se traduire en action. Nous avons demandé des fonds dédiés, donc il y a une subvention qui est dédiée à la réalisation, pas que de ces actions, mais d'autres, mais en grande partie 80% des actions qui sont identifiées auront et trouveront financement. Donc ça, c'est un des éléments concrets pour pouvoir dire, quand on dit par exemple dans les questions, est-ce que ça va se faire? Quand il y a aussi des moyens financiers qui sont mis à disposition, ça peut aider. Ça ne compense pas pour les personnes, jamais. Et l'engagement individuel et l'engagement collectif et l'engagement institutionnel demeurent les vrais leviers du changement. L'argent est un moyen et ce n'est jamais une fin. Une autre question d'accueil toujours, c'est de voir comment on peut favoriser les savoirs et cultures quand il y a une si grande diversité des savoirs et des cultures autochtones, Pascal. Il y a quand même des points en commun à travers les régions. Je vais prendre par exemple l'exemple de la langue, des langues autochtones. Il y a les langues algonquiennes. On connaît les Algonquins, qui sont les Anishinabés, plus dans le coin de Val-d'Or en montant. Donc, il y a toute la grande famille algonquienne qui ont des liens communs. Donc, moi, à force de côtoyer, comme à Benakis, je côtoie les Algonquins, les Atikamekw, des Malécites. Il y a vraiment des racines communes, un peu comme en français avec l'italien ou avec l'espagnol. Il y a des racines qui se recoupent. C'est plus un tempérament latin, si on veut. Donc là, c'est plus un tempérament algonquien, si on veut. Et il y a également, dans les 11 nations, oui, il y a les Inuits qui sont à part, et les Kanien'kehá:ka et les Wendat qui sont plus dans la famille des Iroquois, là, si on veut utiliser ce nom-là pour les différencier. Mais il y a quand même des lignes conducteurs qui sont similaires. La roue de médecine va être la même chose. Les couleurs peuvent différencier. Là, on connaît probablement, là, on a déjà vu les roues de médecine avec les 4 couleurs. Des fois, il y a une couleur qui peut varier d'une communauté à l'autre, mais les principes restent là. Le foin d'odeur, la sauge, le cèdre, le tabac. Il y a vraiment une base culturelle dans l'Est du Canada qui est assez commune. Donc, il ne faut pas se laisser intimider de dire « Ah, ben j'ai une Innu dans mon cours, mais moi, je connais plus les Abénaquis, ben je n'irai pas vers elle. » Ou non, au contraire, il faut poser les questions. Merci. En fait, tu fais une transition avec la conclusion. Ça passait vite, déjà presque 45 minutes. Mais on ne peut pas ne pas conclure sur cette œuvre magnifique que nous avons la chance d'avoir, en fait. Donc, si on peut vous montrer cette œuvre qui s'appelle « Résilience » de Christiane Birotté. Et on voulait absolument, Pascal et moi, conclure la discussion sur l'œuvre et sur le travail qui a été fait avec les couleurs de l'UQAM. C'était la seule demande lorsque le collectif Tapiscuan a été saisi de la requête et je les remercie sincèrement, en particulier bien sûr l'artiste. Mais je laisserai Pascal conclure l'entrevue maintenant sur cette œuvre. J'espère que ça vous aura plu et je vous donne rendez-vous dans un mois pratiquement jour pour l'environnement, puisque le 22 avril, Journée de la Terre, de l'environnement, le 21, nous aurons également une invitée surprise. Je ne dévoilerai le nom qu'à la dernière minute. Elle ne le sait pas encore et vous comprendrez pourquoi quand le nom sera dévoilé. Donc, je garde le suspense et vous montrera également tout ce que l'UQAM fait en matière d'environnement et d'éco-responsabilité. Et je te cède le mot de la fin. Tu l'as bien expliqué, Magda, cette œuvre magnifique. En fait, pour la petite histoire derrière l'œuvre, c'est qu'au départ, on devait se trouver un visuel et on s'est proposé certains visuels qui étaient magnifiques, mais moi, je ne me retrouvais pas là-dedans.
Donc, c'est en fait Jean-Philippe et Laurent qui ont les contacts avec le groupe Tapiscoine, qui ont fait les démarches et qui expliquaient un peu c'était quoi le comité, rapidement qu'est-ce qu'on avait, et de proposer une œuvre qui, à toute fin pratique, qui a une certaine symétrie, mais qui rappelle, puis vous aurez ça vous avez ça dans le document, là, qui est vraiment en lien avec les 4 directions de la roue de médecine. Donc, à l'est, la feuille en noir en V, le lever du soleil, représente la naissance, l'aspect physique de notre existence. Au sud, qui est la feuille bleue, toujours en V, le zénith de la journée, donc où est-ce que le soleil brille, et représente l'adolescence, l'aspect mental de notre existence. À l'ouest, la feuille noire en V, le coucher du soleil, représente l'âge adulte et l'aspect émotionnel de notre existence. Et au nord, la feuille bleue en V aussi, qui représente la nuit, qui représente la personne aînée avec l'aspect spirituel de notre existence. Donc, c'est pour montrer que de la naissance jusqu'à la fin, c'est un cycle, et que notre existence, on est en harmonie avec la nature et avec tout ce qui nous entoure. Et de cette œuvre-là, qui nous ressemble, bien, ça nous amène à un plan qui nous rassemble. Quel magnifique mot de la fin. Un grand merci d'avoir été avec moi aujourd'hui, Pascale. Et nous, on continue ensemble. Merci à toutes et à tous. J'espère que vous aurez apprécié. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Au revoir.